Bonjour tout le monde, bienvenue aux ateliers techniques en ligne. Alors comme habituellement, on va euh, tester le son et le partage d'écran avant de commencer. Je vais faire appel à vous toutes et tous pour pouvoir m'envoyer un petit message juste pour m'indiquer si l'écran est bien partagé et que le son fonctionne. Si vous voulez bien juste m'envoyer un petit message dans la boîte de chat. Super. Bonjour à tout le monde. Allez, parfait. On va pouvoir commencer. Alors, nous recommençons la campagne des ateliers pour cette année 2017 avec un premier atelier qui a été présenté lors de l'invitation. On va aujourd'hui travailler sur une bague qui va être réalisée à partir d'un scan d'une autre bague, donc une bague scannée qui pourrait être par exemple une bague de fiançailles sur laquelle on viendrait appliquer une autre bague qui viendrait épouser parfaitement cette première. Donc je vais vous expliquer comment pouvoir gérer parfaitement ces deux objets et on va également travailler un petit peu avec Shaper pour la finition de l'anneau. On verra ça en dernière partie de l'atelier. Voilà, donc juste une petite précision par rapport aux ateliers. Un planning va vous être envoyé directement la semaine prochaine pour que vous ayez une idée des thèmes abordés jusqu'à la fin de l'année 2017. On en a déjà un qui va arriver en mai sur l'esquisse. Je peux vous donner déjà le thème. Donc on vous enverra bien évidemment des invitations et on mettra comme d'habitude les ateliers sur la chaîne YouTube pour pouvoir revoir et travailler tranquillement avec la vidéo et son logiciel à côté pour avancer pas à pas. Alors, on vous a prévenu, c'est un atelier aujourd'hui qui est d'un niveau un petit peu avancé, voire expert. Donc ne vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, on va avoir la rediffusion disponible sur YouTube, donc vous allez avoir la possibilité de le revoir. Donc pour les personnes qui débutent avec le logiciel, vous allez certainement découvrir des fonctions qui sont un peu plus avancées, un peu plus évoluées. Donc il va falloir revoir ces étapes certainement. Et puis n'hésitez pas, même durant la présentation de l'atelier, à me poser des questions. J'ai la barre de chat à côté, donc voilà. Trêve de blabla. On va commencer avec le thème d'aujourd'hui. Donc bien évidemment, il va falloir importer une bague qui a été scannée en STL. Donc on va commencer à créer une nouvelle pièce et importer cette bague avec le fichier importé qui est ici, en choisissant bien le fichier du type STL pour pouvoir récupérer les fichiers STL qui sont disponibles dans mon ordinateur. Et j'ai, vous pensez bien, préparé mon STL sur mon bureau pour pouvoir l'importer directement. Alors une petite précision par rapport à ce pop-up qui s'affiche quand vous allez importer un fichier STL. On va avoir un système qui va vous permettre de lisser, comme son nom l'indique, lisser le maillage pour pouvoir avoir une qualité de STL un peu plus jolie, un peu plus propre, pour pouvoir travailler, on va dire, le visuel de manière plus confortable. Donc si vous voulez lisser ces triangles, vous avez la possibilité, en lui donnant un angle par défaut 15 degrés, voilà, là j'ai par exemple besoin de garder exactement la précision de mon STL sans toucher au maillage. Donc je préfère décocher pour pouvoir garder exactement la résolution de mon scanner qui est assez, on va dire, élevée pour pouvoir travailler correctement avec cette bague. Donc voilà, donc la bague a été importée sur le plan XZ. On va travailler de manière correcte, c'est-à-dire qu'on va lier l'orientation de la bague à ma boussole pour pouvoir travailler de manière
logique également, se repérer dans l'espace très facilement, en l'occurrence la taille de doigt qui est liée à la taille de doigt dans la boussole. Et on va vérifier également la position de ma bague. Alors pour certains fichiers plutôt, il se peut parfois que vous ayez des fichiers qui se retrouvent à 100 mm sur Z ou sur Y, on ne les voit pas forcément, donc il faut dézoomer et on va les retrouver dans l'espace. Vous avez pour cela une fonction qui s'appelle ici positionnement, qui va me permettre de remettre au milieu ma bague. Vous voyez, bon là, elle était déjà au milieu, donc il va la recaler par rapport à la sphère. C'est pas forcément l'idéal, mais si vous êtes amené à avoir un STL qui se balade dans l'espace, n'hésitez pas à utiliser positionnement pour le remettre dans un premier temps au milieu, et dans un deuxième temps, on jouera avec la fonction déplacer, tourner, redimensionner, pour pouvoir caler correctement cette bague, si elle n'a pas été calée après être scannée dans le logiciel du scan. Vous pouvez la modifier, vous pouvez la déplacer dans l'espace grâce à ces deux fonctions déplacer et positionner. Alors, mon fichier il est déjà bien positionné, simplement je souhaiterais quand même le vérifier en créant une taille de doigt. Donc on va créer une taille de doigt dans l'atelier bijouterie. Je vais choisir bien sûr ma taille. Alors là on est sur une taille 53, vous changez avec cette liste ici. Et on va commencer à travailler de manière correcte, c'est-à-dire penser aux prochaines étapes, à anticiper les prochaines fonctions qui vont être utilisées. En l'occurrence, on va changer le nombre de points qui est associé à cette courbe, puisque la taille de doigt est une courbe. Pour l'instant, vous voyez dans les propriétés, je suis à 80 points. Alors il va y avoir 80 points sur ma taille de doigt. Ce qui va dire, par exemple, je vais avoir 80 sections quand je vais faire un balayage tout autour de cette taille de doigt. Mais dans ce projet, je vais avoir besoin de cette courbe pour pouvoir créer une courbe 3D et épouser ma bague. Donc, je n'ai pas besoin de ces 80 points. Donc, on va réduire le nombre de points pour en avoir 20. On va en mettre 20. Alors, vous pensez bien qu'il y a un minimum de points quand même pour garder une forme circulaire. On est plutôt sur du 15 minimum, je vous conseille de laisser 20, c'est largement suffisant, et on reste quand même sur quelque chose de raisonnable pour pouvoir après manipuler la courbe dans l'esquisse. Donc on va importer ces fameuses courbes que je suis en train de réaliser dans l'esquisse, et on va les retravailler en 3D. Une dernière chose par rapport à la taille de doigt, c'est le point de départ. Vous avez un mode, ici point de départ, plutôt deux modes qui vous permettent de mettre soit le point de départ sur le haut de la taille de doigt ou sur le bas de la taille de doigt. Là, je vais avoir besoin de mon point de départ en bas, puisque je vais surtout manipuler mes courbes 3D sur le dessus de ma bague. Donc pour être tranquille, pensez bien à mettre votre point de départ sur le bas et éviter d'avoir un point sur la courbe qui vous embêtera pendant la modification des courbes 3D qu'on va faire juste après. Vous allez voir, c'est très important de gérer ce point de départ pour éviter d'être embêté plus tard. Voilà, donc j'ai bien anticipé mon travail, on a ces 20 points et le point de départ sur le bas, je vais pouvoir valider et on va continuer le projet. Alors on va utiliser une fonction qui va me permettre rapidement de décaler une courbe sans avoir à dessiner un autre cercle ou une autre courbe NURBS par exemple. Je vais utiliser une fonction qui est toujours dans l'atelier bijouterie qui s'appelle contour de bague. Donc contour de bague, on va l'utiliser de base avec la taille de doigt. Donc je vais sélectionner la taille de doigt et on va cliquer sur contour de bague pour tout de suite avoir taille de doigt intégrée dans les propriétés. Et je vais vous donner une astuce. On l'a certainement déjà montré en atelier, mais il est bien de vous la remontrer. Je vais sélectionner deux fois la taille de doigt. Donc on va sélectionner d'une part la taille de doigt pour la base et sur une autre part la taille de doigt pour pouvoir rapidement décaler cette taille et travailler avec un arbre organisé, un arbre optimisé surtout, parce que je vais n'avoir que 3 éléments pour l'instant dans mon arbre, et on pourra retravailler ensuite avec le paramétrique si vous le souhaitez,
pour pouvoir redécouper, puisqu'on va bien évidemment utiliser ces deux courbes pour pouvoir découper et réajuster la bague qui va venir se loger sur ma bague scannée. Bon, on ne l'a pas regardé de plus près, on fera un petit tour tout à l'heure sur cette bague, je vais vous montrer les difficultés techniques qui sont associées à cette bague scannée. Elle paraît simple, mais vous allez voir que finalement sur le côté, il y a des éléments, des mouvements 3D qui vont nous demander un peu plus de rigueur dans l'esquisse. Donc voilà, donc là j'ai la possibilité de mettre mes valeurs. Donc on va mettre des valeurs qui se rapprochent de mon STL. Donc c'est des valeurs qui sont associées d'une part au design et d'une autre part surtout à vos connaissances bijoutières. On va essayer de respecter des limites au niveau de la taille, au niveau de l'espacement. On va avoir une taille minimum pour éviter d'avoir des surprises après la fonte. Donc on va essayer au maximum de suivre le design et puis ensuite évaluer si par exemple les 1,2 sur le bas c'est trop petit ou on pourra continuer le projet avec ces mesures. Voilà, donc je vais mettre 1,2 et 1,8 sur le côté. Il est toujours préférable de travailler avec des valeurs rondes plutôt que de laisser des décimales. C'est plus propre et on retient plus facilement si j'ai besoin par exemple de réutiliser tout à l'heure une valeur qui a été associée à cet outil. Voilà, on valide. Donc c'est terminé pour la préparation. Je suis déjà sur une base propre. Mon anneau est réalisé avec la taille de doigt et j'ai la forme de ma bague en vue de face qui est suivie avec ce contour de bague. Donc on va la regarder de nouveau avant de commencer les esquisses. Vous voyez, donc on est sur une bague basique. Hein. C'est vrai que si on regarde sur le côté, vous voyez, on a une vue 3D, une déformation 3D plutôt, sur les deux côtés. Donc c'est des deux côtés qui sont bien sûr dupliqués de manière circulaire, mais il va falloir épouser ce côté droit de la bague, c'est-à-dire qu'on va venir plaquer un autre anneau qui va venir parfaitement fitter l'anneau qui a été scanné. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir deux déformations différentes, c'est-à-dire que sur la gauche, vous voyez, on est plutôt un peu plus déformé ici vers l'intérieur, et de l'autre côté, en cliquant sur le cercle rouge ici, vous voyez, on est plutôt maintenant vers l'extérieur. Donc ça, il va falloir le gérer avec ces fameuses courbes 3D qu'on va de suite réaliser. Voilà pour cet objet scanné. Hop, je vais masquer avec la touche espace mon STL pour être tranquille. Et on va sélectionner le plan XZ puisqu'on va travailler sur le plan XZ pour pouvoir faire mes courbes. Donc on sélectionne ce plan et on clique sur le module d'esquisse. Alors il est possible, malgré le fait d'avoir créé des éléments à l'extérieur dans mon atelier bijouterie, il est possible de récupérer ces éléments dans l'esquisse. C'est-à-dire qu'on va sélectionner la taille de doigt et le contour de bague, et je vais extraire mes courbes avec cette fonction pour pouvoir récupérer ces fameuses courbes et travailler ma courbe 3D pour pouvoir épouser mon STL qui a été scanné ici. Alors vous voyez, le fait d'avoir préparé, je vais passer mon curseur sans cliquer en attendant un petit peu, ça me permet d'afficher les points. Donc vous voyez qu'on a un nombre de points qui est raisonnable, je vais pouvoir travailler correctement avec ces deux courbes, et par la même occasion, on peut vérifier avec ce point bleu turquoise qui est sur le bas, ce fameux point de départ qui a été paramétré, souvenez-vous, dans la taille de doigt. Donc on récupère toutes les propriétés. Donc le fait d'avoir anticipé mon travail me permet de travailler correctement dans l'esquisse sans avoir 50 000 points et complexifier le travail des courbes. Alors j'ai besoin d'une courbe milieu, c'est-à-dire que je vais créer une courbe qui va être réalisée entre ces deux courbes principales pour pouvoir en fait faire un rail. On va utiliser un rail, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc on va avoir besoin d'un rail milieu. On va utiliser ces deux courbes pour pouvoir créer une courbe
Alors, elle est où? Elle est ici, entre deux, la fonction entre deux, qui me permet, je vais cliquer ici sur le petit œil, vous voyez directement de me créer une courbe parfaitement au milieu, et je vais valider et récupérer une nouvelle fois une courbe avec le même nombre de points et un point de départ au même endroit. Donc il est important de bien travailler avec un nombre de points respectable, raisonnable, pour éviter de galérer ensuite dans la modification des courbes, surtout si vous êtes amené à faire des courbes 3D. Alors, je vous explique, pour pouvoir faire une bague qui va épouser mon STL qui est derrière ici, je vais le faire en deux fois. C'est-à-dire qu'on va faire une partie balayage qui va concerner la partie, vous voyez ici sur l'angle, j'espère que vous voyez bien mon curseur sur l'angle ici, j'ai une sorte d'arête vive qui vient finaliser, terminer la jonction entre mes deux éléments, mes deux volumes. Cette jonction, on va l'utiliser en fait pour pouvoir faire un angle. Je vais tracer une ligne et on va séparer, vous voyez, en fonction. Donc je vais décocher l'accrochage sur la grille si vous voulez être un peu plus libre. Et je vais mettre à peu près ici, voilà, pour pouvoir venir me loger dans l'intersection. Et je vais avoir besoin d'un deuxième tracé, puisque pour l'instant je ne peux pas découper. Le but en fait c'est de gérer la partie ici droite qui va concerner la partie principale de mon anneau, la première partie droite de mon anneau. On va devoir la découper, la garder plutôt, on va découper la partie gauche. Donc pour pouvoir la découper, j'ai besoin de délimiter 2 points sur une courbe fermée, ce qui reste logique. Donc je vais tracer avec la touche Shift pour pouvoir être bien droit, une autre ligne, et je vais utiliser, alors n'hésitez pas à nettoyer votre scène pour pouvoir bien comprendre, voire même parfois masquer la grille si vous voulez mieux analyser la scène. Et on va gommer ici avec la fonction tronquer une courbe, cette petite courbe ici pour garder uniquement la partie droite. Voilà, donc j'ai déjà ma première esquisse qui va concerner la partie droite. Alors n'hésitez pas à renommer vos éléments, courbe partie droite. Voilà, entrée pour valider. Et on va masquer les éléments pour l'instant qui ne sont pas utiles à la réalisation de la courbe 3D. Alors ma courbe 3D, vous l'avez bien compris, elle va être réalisée sur le côté de la bague, c'est-à-dire qu'on va mettre cette courbe ici qui est pour l'instant sur le plan OXZ, on va venir la loger un petit peu sur la gauche, pour pouvoir suivre ce mouvement 3D, et on va, grâce au point, décaler sur Z cette courbe et suivre jusqu'au point d'arrivée la bague scannée. Donc je vais la figer pour être un petit peu plus tranquille. On peut même masquer des points si vous le souhaitez. Alors pour travailler la courbe 3D, il y a plusieurs éléments. Je vais vous donner l'élément qui est aujourd'hui le plus simple à aborder. C'est un élément qui se situe dans point. Et on va en fait verrouiller le déplacement sur X et sur Y pour pouvoir activer le déplacement en profondeur et en l'occurrence sur Z. Donc je vais cliquer dessus une fois. Il va désactiver X et Y automatiquement. Vous voyez d'ailleurs que j'ai cette flèche bleue qui clignote quand je me mets ici en vue libre, en vue perspective ici, ce qui m'indique finalement le fait de pouvoir bouger mes points uniquement sur l'axe Z. Donc si je prends un point et je le déplace avec mon clic de gauche, même si ma souris, je la bouge dans tous les sens, vous voyez, je suis bloqué sur l'axe Z. Et grâce à ça, donc en tournant les vues, je vais pouvoir déplacer de manière visuelle mes points pour pouvoir suivre la forme et venir épouser celle-ci au fur et à mesure. Donc en tournant, voilà, et je vais épouser l'anneau
en travaillant les points. Alors ce point-là, il n'est pas forcément nécessaire. Vous voyez, j'ai 2 points qui sont assez serrés, proches, donc je peux le sélectionner et le supprimer. Ensuite, hop, je clique dessus, j'appuie sur la touche supprime. Voilà, donc c'est un travail qui peut se faire très rapidement, hein. Il suffit juste de bien zoomer, de bien naviguer autour de votre pièce, tout en respectant des vues normales de temps en temps pour pouvoir bouger les points. Voilà, on va réajuster comme ceci, ça convient, je vais le mettre en vue de dessus, ça a l'air d'être OK. Je vais hop, bouger un tout petit peu plus celui-là. Alors, il y en a un ici qu'on va encore bouger. Alors, pour les avancés, les experts, je pense que vous l'avez compris, je n'ai pas bougé mes 2 points qui sont en bas. Je vais vous expliquer cependant pourquoi. Ces 2 points, en fait, ils vont me permettre de gérer la jonction entre la partie droite et la partie gauche. Il est important en 3D, quand vous travaillez en miroir, en duplication circulaire, de toujours avoir une entrée perpendiculaire, une entrée tangentielle, c'est-à-dire qu'on va avoir 3 points qui vont être alignés ici. Donc le 3e point, on peut l'imaginer sur un miroir quand je vais faire ma 2e courbe par exemple, mais il faut obligatoirement, pour avoir un balayage propre ou une jonction propre, avoir les deux premiers points ici qui commencent sur l'ouverture du bas de ma bague, il faut les aligner. Donc si jamais vous êtes amené à les déplacer sans faire exprès, par exemple comme ceci, il faut toujours revenir sur le point de référence qui est celui-ci, cliquer sur CTRL ici et on va l'aligner avec un bouton qui s'appelle alignement horizontal. Hop, pour pouvoir revenir toujours sur une entrée tangentielle. Voilà. Et être sûr d'éviter une connexion qui va vous amener une cassure au niveau de votre balayage. Donc ça, c'est des choses à respecter dans la 3D en général. Voilà. On n'est pas sur une règle qui est valable que sur ce projet. Ça, c'est valable pour tout, à partir du moment où vous gérez un miroir. Donc si je dois garder ces 2 points alignés, il est bien sur logique qu'il va falloir les déplacer ensemble. Donc je vais les cliquer avec CTRL et on va les sélectionner ensemble pour pouvoir ensuite les déplacer. Donc je vais utiliser cette fois-ci l'outil déplacement. Et on va déplacer en fonction, encore une fois, du design, jusqu'à obtenir quelque chose de correct. Alors, mettez toujours une valeur ronde, d'autant plus que celle-ci, il va falloir la retenir. Donc, je vais mettre 0,7, pourquoi pas 0,8. Je vais regarder si ça peut convenir. Ça a l'air d'être OK. Ouais, on est plutôt sur du 0,8. Donc, on va utiliser ces 0,8 ici, on va surtout les retenir, parce que je vais devoir les positionner au même endroit de l'autre côté quand je vais réaliser ma 2e courbe, pour pouvoir les aligner et les avoir au même Z, pour éviter également d'avoir une cassure sur Z pour votre balayage. Donc je valide. Voilà, votre courbe 3D est réalisée. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'être pile poil, même s'il faut essayer d'être au maximum collé sur l'objet. Mais sachez qu'on va après pouvoir déplacer la section qui va être balayée. Donc rien de grave si vous êtes à 0,5 mm comme un peu ici. Et puis si vous jugez qu'il faut absolument de nouveau déplacer, on réactive le blocage XY et je déplace sur Z. Vous voyez, ce qui me permet d'ailleurs de garder toujours cette forme ronde. Cylindrique. Voilà, je n'ai pas cassé la forme circulaire qui a été réalisée grâce aux 2 courbes tout à l'heure, taille de doigt et contour de bague. Alors, souvenez-vous, en 3D, il faut toujours faire en sorte de penser à plutôt découper que toujours tomber pile poil. Donc là, on va travailler de manière franche, c'est-à-dire que je vais augmenter la taille, continuer finalement cette courbe, pour pouvoir en fait découper et faire croiser, intersecter ces 2 courbes. Donc on va anticiper encore une fois ce travail pour pouvoir être sûr que mon balayage continue un peu plus et le découper ensuite. Il est préférable de découper
que de travailler en précision, pour être sûr vraiment de couper de manière franche et avoir quelque chose de plus joli au niveau de la 3D. Donc grâce à une fonction qui s'appelle étendre une courbe ici, je vais pouvoir choisir quel type d'élément je souhaite utiliser pour l'extension. Là, on va plutôt utiliser une courbe de continuité G1 pour que ce soit plutôt joli au niveau de la tension et au niveau de la courbure. Et puis voilà, je vais cliquer, pas besoin d'aller à 15 km, hein, c'est simplement pour continuer un petit peu et avoir un joli balayage qui va venir se croiser avec l'autre. Voilà, donc vous pouvez vérifier si tout va bien, et si ça vous convient, on va quitter l'esquisse. Alors un petit enregistrement, comme ça je pourrais vous envoyer le fichier si vous le souhaitez. Voilà. Et on va faire une deuxième esquisse. Donc toujours organiser son travail de telle manière à avoir plusieurs esquisses, à avoir des éléments qui sont renommés pour pouvoir clarifier les modifications et la navigation dans l'arbre de construction. Donc là, on va faire une deuxième esquisse. Je vais faire une sélection sur mon plan XZ et je vais cliquer ici sur Esquisse. On va, pour éviter de se casser la tête, récupérer tous les éléments qui sont masqués dans courbe partie droite et on va les extraire de nouveau. Ce qui va me permettre en fait de les récupérer et de découper exactement la même courbe milieu au même endroit, puisqu'on va avoir les segments, le même angle et les mêmes courbes de départ. Il suffit simplement de recréer une courbe milieu avec la courbe milieu qui est ici, entre deux. Voilà. Et je vais de nouveau gommer la partie droite cette fois-ci. Voilà, donc je suis sûr d'être au même endroit, pile poil. On peut masquer maintenant les deux courbes qui m'ont permis de faire la courbe entre deux. Et je suis au même endroit, pile poil, au niveau de mon angle, au niveau de la découpe. Donc je vais pouvoir maintenant lâcher mon outil avec échappe ou la petite flèche bleue. On va masquer ça avec espace pour pouvoir maintenant faire cette fameuse courbe 3D qui va concerner la partie gauche. Voilà, donc le point, on peut, hop, de nouveau le déplacer avec Z. Souvenez-vous, j'ai désactivé X et Y au niveau du déplacement. Et je vais venir au fur et à mesure changer la position des points pour me rapprocher au maximum de ma pièce scannée. Et on va laisser les deux derniers points tranquilles pour pouvoir les mettre au même endroit. Voilà, donc avec un petit peu de concentration et de patience, on arrive à travailler correctement. Et encore une fois, le fait d'avoir le moins de points possible me permet de travailler joliment ma courbe sans avoir de cassure. D'où les 20 points qui ont été respectés tout à l'heure lors de la réalisation de ma taille de doigt. Donc on va prendre le déplacé ici. Alors souvenez-vous, le 0,8 qui va bien en sélectionnant les deux points pour être sûr de tomber pile poil avec l'entrée de tout à l'heure. On vérifie si ça va bien et là je suis pile poil sur mes deux courbes. Voilà. Et pour pouvoir encore une fois les intersecter de manière correcte, je vais reprendre ce petit point ici et on va refaire une extension comme ceci. Hop. Voilà. Pour être sûr d'avoir quelque chose. Alors, comme je suis resté en Z, ça c'est de ma faute. Faites bien attention si vous êtes resté en Z quand vous faites votre extension. Il se peut qu'ils vous mettent le point carrément de l'autre côté. Donc, réactivez vos XY pour pouvoir avoir une extension plus jolie. Quitte après, si vous voulez, vous êtes un peu trop ici en extension, vous pouvez faire l'extension en vue de face pour pouvoir avoir une extension qui suit quand même le mouvement de la courbe pour que ce soit plus propre. C'est simplement en fait une question d'orientation de votre vue. N'hésitez pas à tourner pour vous faciliter le travail. Donc là, vous voyez, je suis sur une intersection ici pour pouvoir faire mes balayages, parce que je vais balayer dessus
et ensuite faire des booléens pour pouvoir récupérer un élément qui va être primordial à la réalisation de ma bague. Et vous voyez qu'en travaillant de cette manière, tranquillement, j'arrive à épouser parfaitement ma bague des deux côtés, et je vais pouvoir maintenant les utiliser pour pouvoir continuer mon job. Alors, on va continuer à travailler de manière correcte, c'est-à-dire renommer ici partie gauche cette fois-ci, entrée pour valider, et on va refermer les éléments. Un CTRL S pour pouvoir sauvegarder, et je récupère, vous voyez, un arbre propre. Voilà, donc n'hésitez pas à masquer les éléments qui ne servent pas à la prochaine étape. Si vous voulez, vous pouvez masquer les accès plans en cliquant droit sur accès plan ici pour tout masquer. Et on a un aperçu rapide de notre travail. Voilà, donc si jamais vous êtes amené à de nouveau modifier, n'hésitez pas à double-cliquer pour revenir et continuer la modification de votre courbe. En zoomant, on évite de travailler à 5 km de sa pièce. Voilà. Alors, j'imagine un peu les questions qui pourraient être, par exemple, pourquoi on ne projette pas directement des courbes sur l'objet pour pouvoir récupérer parfaitement le mouvement de ma pièce. Donc il y a plusieurs points, il y en a quand même un qui est très important, c'est que le logiciel ne peut pas appréhender les STL comme des surfaces. C'est-à-dire que je ne pourrais pas projeter des courbes, je ne peux pas utiliser mon STL comme un support pour pouvoir les projeter des courbes 3D. Donc ça, c'est le premier point principal, le point important. Et il y en a surtout un deuxième, c'est que vous avez aussi des formes un peu, bon, on ne va pas parler de contre-dépouille, mais vous avez quand même des formes qui sont assez difficiles à atteindre au niveau de la projection, surtout dans ce coin ici. Donc pour être vraiment pile poil, il est préférable quand même de le faire soi-même. Vous voyez, si on maîtrise bien le nombre de points, si vous maîtrisez bien les courbes 3D, on a quand même des courbes qui sont jolies et on les obtient rapidement. Donc, bien retenir que vous ne pouvez pas travailler sur du STL directement, c'est pas possible. Voilà, donc on va maintenant travailler avec du volume. Ces courbes 3D vont me permettre de faire finalement un balayage. Donc on va attaquer le balayage. Alors le balayage, il y en a pas mal, il y a pas mal de fonctions dans 3Design, mais on va en utiliser une qui est assez pratique, qui s'appelle l'assistant balayage. Donc on va sélectionner le rail. Allez, commençons par la droite. Donc, je sélectionne mon rail de droite et on va aller ici dans assistant balayage. Alors, avec l'adrénaline du direct, j'ai oublié quand même quelque chose. Forcément, si je balaye, il va me falloir une section. Vous pouvez vous moquer si vous voulez. On va sélectionner ici le rectangle et je vais créer une section. Alors la section, ça va être une section rectangulaire juste dans sa longueur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, cette section rectangulaire, on va l'utiliser en fait pour faire un balayage qui va suivre ma courbe 3D. Mais finalement, on n'a pas besoin de se préoccuper si cette section, elle va être jolie, elle va être à l'intérieur, à l'extérieur de la bague, parce qu'en fait, je vais la découper. Ça va être vraiment du découpage massif qu'on va utiliser avec des booléens, avec des extrusions. Vous allez voir, je vais vous expliquer comment on va faire cela. Donc finalement, vous avez simplement à donner un mouvement à votre balayage, à une forme globale. Et cette forme globale, elle va être donnée avec le rectangle qui est dessiné ici dans une nouvelle esquisse. Alors, vous pouvez le faire sur XZ pour pouvoir appréhender la forme. Et on va maintenant, cette fois-ci on a le droit, on va aller dans l'assistant balayage. Donc je vais l'appeler section rectangle. Voilà. Et on va sélectionner de nouveau le rail, aller dans l'assistant balayage. Et ici, cliquer sur plus pour pouvoir aller rechercher ma section qui est ici. Et on va maintenant travailler avec celle-ci. Alors cette section, elle commence ici à 0. Vous voyez, je suis à 0, souvenez-vous,
Nos 3 designs, on travaille entre 0 et 1. 0 le point de départ, 1 le point d'arrivée. Donc là, on va être sur le bas. On va mettre cette section ici et on va la positionner. Alors j'ai besoin de la découper en fonction de la taille de doigt. J'ai besoin de l'utiliser en fait comme un objet qui va être plus grand que ma bague, puisqu'on va le découper avec la taille de doigt, on va le découper avec le contour de bague. Donc on va faire exprès de le mettre à l'intérieur de cette bague. Donc je vais utiliser un outil qui s'appelle alignement ici, et on va le positionner sur l'alignement horizontal ici, qui est au milieu. Je vais plutôt le mettre à gauche, puisque on revient sur le thème principal de l'atelier, souvenez-vous, c'est de quand même épouser, créer un anneau en épousant une bague scannée. Donc on va bien sûr venir se mettre sur la gauche ici. Et je vais sur l'alignement vertical me mettre au milieu. Vous voyez là, je suis bien dedans et bien à l'extérieur. C'est ma taille de doigt et mon contour de bague tout à l'heure qui viendront m'aider à découper pour pouvoir garder l'élément principal et qui va être finalement un balayage qui va être réalisé entre les 2 courbes que j'ai effectuées tout à l'heure. Donc ça, on va l'utiliser comme ceci et je vais par contre gérer la taille de ma section puisqu'on va quand même gérer la largeur de la bague. Là, vous avez à le gérer. Donc on va mettre une section sur le bas qui va faire 2 mm. Voilà. On retient 2 mm, hein, c'est pas bien compliqué puisqu'il va falloir le faire sur la partie gauche tout à l'heure. Et je valide. Voilà, donc on se retrouve avec un truc bizarre ici. Notre balayage un peu bizarroïde qui va être découpé ensuite. Alors vous voyez que sur le haut, ici on a une intersection. Il va falloir, en fait, pour pouvoir éviter d'avoir cette intersection, il va falloir quand même maîtriser une deuxième section dans mon assistant balayage pour pouvoir gérer un angle dans un premier temps, parce que vous voyez là, le logiciel, il gère l'orientation lui-même, donc il va falloir lui donner une orientation en l'imposant, on va contraindre ça en cliquant une deuxième fois sur plus dans l'assistant balayage, et je vais aller tout à l'heure, souvenez-vous, à 1. Voilà, donc je vais avoir une deuxième section et on va pouvoir, avec les autres outils de gestion des sections ici, par exemple, gérer la rotation. Donc on va pouvoir mettre une section qui va être orientée un peu plus droite. On va la tourner, alors pas trop non plus, on va mettre, pour gérer un peu l'orientation, allez, je vais mettre à peu près 20, 25, on va essayer 25, je vais faire la petite prévisualisation. Voilà. Comme ça, vous voyez, quand je regarde sur le dessus, je gère mieux le fait que ce soit plutôt droit sur le dessus. Donc ça, vous le gérez après. C'est du visuel, hein, on reste quand même dans du design. On va mettre 20, je vais essayer avec 20 pour voir si ça convient. Ouais, c'est peut-être mieux. Bon, de toute façon, grâce à l'arbre de construction, vous avez la possibilité de revenir pour pouvoir vérifier si ça vous convient ou pas. Alors, je me suis peut-être un peu emballé sur la hauteur, on va mettre quand même un peu moins. Je vais mettre allez, 10. Je vais cliquer ici aussi, ici, pour mettre 10. Tant qu'à faire, autant avoir la même chose des deux côtés. Voilà, pour que ce soit quand même un peu plus logique au niveau du balayage et qu'éviter les intersections et les problèmes sur les volumes. Donc voilà mon premier balayage. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on peut aussi, si vous le souhaitez, mettre une section un peu plus large en haut. C'est vrai que sur le haut, on pourrait mettre 2,5 pour que ce soit un petit peu plus joli. Un peu plus épais en haut et on part vers le bas. Alors, vous inquiétez pas, ça va ressembler à une bague à la fin. Hein. Là, on est sur un volume qui est un peu bizarroïde, mais tout ça, ça va être découpé après. Donc, on va vous allez voir, travailler après avec quelque chose qui est un peu plus logique. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc je vais masquer mon assistant balayage et on va sélectionner maintenant la partie gauche plutôt, et on va faire exactement la même chose. Donc mon assistant balayage, je vais dans le deuxième onglet ici, on clique sur plus. Je vais maintenant aller chercher mon profil. Alors vous avez vu, il a mis à l'envers, parce que l'orientation de ma courbe est peut-être différente.
Donc ça, on peut le changer dans l'esquisse, mais ça n'a pas d'importance. Il suffit simplement de maîtriser l'explication. Là, on a commencé à 0, c'est-à-dire que mon 0 est en haut et mon 1 est en bas. Donc on peut mettre à 1 si vous voulez commencer directement en bas. Et je vais pouvoir, encore une fois, gérer l'alignement. Donc on va mettre à gauche ici et au milieu pour passer là. Donc passer à l'intérieur de la bague. Je vais changer l'échelle. Souvenez-vous, 2 sur la largeur pour être pile poil quand même au niveau de la jonction. Et on va mettre 10 au niveau de la hauteur. 10, ça me semblait pas mal. Je clique sur plus pour en ajouter un. Donc là, il est sympa, il me l'a remis à 0 forcément, puisqu'il commence toujours par le point de départ. On va gérer. Alors, est-ce que j'ai besoin de gérer un angle sur celui-là? Je peux vite fait vérifier, ça a l'air d'être OK. Bon, sur les 2 balayages, si vous pensez après réajuster un petit peu, ne vous embêtez pas au niveau de la courbe. Si vous pensez que ça n'épouse pas parfaitement, vous avez également la partie outils déplacement qui est ici dans le balayage. Je peux rentrer un tout petit peu ici si vous jugez que vous voulez être un petit peu plus à l'intérieur. Donc ça, je peux le faire sur la partie ici haute de ma section. Donc la partie basse, elle me semble correcte, mais c'est vrai que pour la partie haute de la section, pour pouvoir épouser, si vous avez quand même une aspérité au niveau de la surface, on peut tricher en rentrant un petit peu dans le X ici en négatif. Ça vous permet d'épouser encore plus. D'ailleurs, on voit dans la part transparence qu'on est rentré un petit peu dans la matière, et ça permettrait au cas où, par exemple, au niveau du rattrapage à l'atelier, d'avoir un petit peu plus de matière pour pouvoir réajuster si besoin. Donc ça, vous pouvez le faire sur les balayages. N'hésitez pas à utiliser ici, en double-cliquant pour rentrer dans le premier, déplacement. Et là, on rentre hop, dans la matière si vous le souhaitez. Un tout petit peu, voilà, c'est du visuel hein, pour l'instant. On est vraiment sur une préparation, sur la base de mon objet. Et on va maintenant attaquer la réalisation de la bague. Alors, on a nos 2 balayages. Alors, c'est vrai que ça ressemble à rien du tout pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, ça va aller très vite. Regardez, je vais prendre ma partie droite ici, et je vais utiliser ma taille de doigt. Tac, je vais sélectionner assistant balayage, qui est la partie droite. Donc, je pourrais renommer aussi en partie droite. Et je vais utiliser découper suivant la taille de doigt. Tac, j'ai déjà une première découpe qui est réalisée. Donc comment on va faire maintenant pour faire la deuxième découpe? La deuxième découpe, ben vous pensez bien, on l'a préparé, c'est tout à l'heure le contour de bague. Donc le contour de bague, je ne peux pas l'utiliser pour trimer, parce que là on ne va pas faire un trimé, on va en fait utiliser une technique qui va me permettre de récupérer l'intersection de 2 volumes pour pouvoir récupérer l'intérieur. Et ça, on va l'utiliser grâce à l'extrusion. On va faire une extrusion du contour de bague qui est ici. Je vais, hop, décaler mon extrusion. Voilà, on va faire un truc costaud, hein, toujours vraiment dans le plus que pas assez. Et vous voyez, je vais figer ceci là. Tout ce que vous voyez à l'intérieur de mon cylindre, ça va finalement être l'élément qu'on va garder. Ça va être la partie droite de ma bague. Donc pour cela, pour pouvoir garder l'élément intersecté, on va faire une opération booléenne qui est assez spéciale. C'est une opération booléenne qui s'appelle intersection. Donc je sélectionne mes 2 objets, il n'y a pas forcément de sens pour la sélection, et je vais cliquer ici sur valider. Et on va récupérer une première partie. Vous voyez ici, on est sur la première partie de la bague, donc ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Alors je vais vérifier pour voir si au niveau du... moi je suis parti un peu trop loin au niveau de l'angle, on va changer l'angle. Je vais revenir dans mon assistant balayage, donc je fais créer à partir d'eux en cliquant droit dessus. Et je vais aller dans mon assistant balayage. Je suis peut-être parti trop loin là sur mon angle. On va peut-être partir ici. Voilà, on va mettre moins 40. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est peut-être plus logique. Hein. Ouais, on va garder ça.
On va garder ça, c'est plus joli. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai gardé ma vague, la partie droite, qui est exactement à la même forme que ma bague ici sur le côté et ici sur la vue de face. Donc on a bien respecté les deux vues et en plus cette déformation qui vient épouser parfaitement l'objet scanné. Alors, vous pensez bien que cette petite courbe ici qui est derrière la deuxième courbe de la partie gauche, on va l'utiliser pour la découpe. Je vous conseille, puisqu'on a un petit bout qui nous embête, c'est ce petit bout qui est derrière, si j'affiche ici le deuxième balayage, on a ce petit bout qui nous embête ici, parce qu'il va falloir le supprimer. Donc on ne s'embête pas, on va récupérer l'assistant balayage numéro 2. Alors là, je vous fais une petite parenthèse, ça va être un petit peu la partie tirée par les cheveux de l'atelier. Mais voilà, parfois la 3D demande ce genre de réflexion, donc il va falloir un peu s'accrocher pour ces va-et-vient, vous allez voir, au niveau des boléens. Donc je veux découper l'arrière, donc je vais faire une sélection de mon objet, puisque c'est cet objet que je souhaite garder. Je clique sur ce balayage ici, puisque je vais l'utiliser comme objet de découpe. On va faire cliquer ici, boléen, moins, je valide. Clac, j'ai coupé mon objet ici en 2 morceaux. Alors vous allez me dire, il reste 2 bouts. Bon, pour l'instant, on va les laisser comme ça, ces 2 bouts. Ne vous inquiétez pas, on va pouvoir les délier. Je vais masquer ça dans un premier temps. Et là, on va recommencer exactement la même chose, mais de l'autre côté. Donc il suffit de bien naviguer dans son arbre. Alors là, vous allez voir, je vais ressortir des assistants balayage en cliquant droit dessus pour faire objet de référence. On va balader ici dans son arbre pour récupérer ici objet de référence. Voilà. Et je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va le faire avec cet assistant balayage qui va être, par exemple, dans un premier temps, taille de doigt ici, trimé. Je valide. Je prends ça. Je vais récupérer quelque part mon extrusion. On ne va pas s'embêter à en faire une deuxième fois pour ne pas polluer l'arbre de construction. On va récupérer l'extrusion qui me permet de faire la boléenne d'intersection. Donc je sélectionne trimer ici, suivant la taille de doigt, plus mon extrusion. Et je vais faire un boléen d'intersection. Clac, j'ai récupéré la partie ici, qui est la partie... comment ça s'appelle? La partie qui va me permettre de faire la partie gauche. Donc on va faire maintenant une découpe, comme tout à l'heure. Je vais sélectionner la partie gauche et la partie droite, et je fais un boléen de soustraction. Je récupère de nouveau, vous voyez, ces 2 petits morceaux. Donc voilà, on va faire une petite sauvegarde en attendant. Hop, voilà, j'ai récupéré les 2 petits morceaux ici qui sont mes 2 opérations boléennes. Alors, il manque un petit bout là, on l'a vu. En fait, ce petit bout, c'est simple, on va le récupérer, vous allez voir, avec encore une fois, une petite astuce. Regardez, je vais prendre mes 2 assistants balayage qui sont dans mon arbre de construction, et je vais faire une opération booléenne de fusion, intersection. Et je vais récupérer en fait l'intersection des 2 éléments. Clac! Je récupérais les 2 éléments ici, comme un élément qu'on va venir emboîter. Je vous avais prévenu, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça marche très bien. Donc on va sélectionner maintenant ce petit bout-là, on va cliquer taille de doigt et on va faire de nouveau trimer. C'est toujours le même principe. Quand vous avez compris le principe, après c'est à chaque fois la même chose. Et là, par exemple, je vais sélectionner de nouveau la partie de mon objet qui est au-dessus, et je vais récupérer mon extrusion qui est ici. Donc il suffit de bien naviguer dans son arbre. Là, je vais... je travaille sans renommer mes éléments, mais je vous conseille quand même de renommer les éléments pour pouvoir retravailler et puis se retrouver facilement dans l'arbre de construction. Hop, on fait un booléen d'intersection. Et voilà, j'ai mon petit bout qui se balade ici, qui est parfaitement emboîté dans ma bague. Alors, on va s'attaquer... Bon, vous avez vu dans l'arbre de construction, j'avais une intention simplement sur le balayage, j'avais une intersection, mais comme c'était à l'extérieur, ça ne m'a pas perturbé pour la suite de mon objet, la suite de la création surtout. Si jamais vous êtes vraiment pile poil dans l'intersection et que vous avez votre section qui est un peu trop penchée, n'hésitez pas à augmenter la taille de votre courbe 3D que j'ai dessinée tout à l'heure.
pour pouvoir aller un petit peu plus loin et puis lui laisser faire son petit bazar sur la gauche ici et avoir des éléments propres, on va dire les éléments principaux. Alors comment je vais m'en sortir avec ces deux opérations booléennes? J'ai des éléments qui sont déliés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact. Il va falloir les extraire. On a créé avec la V9 une fonction qui s'appelle extraire ici. On va extraire des éléments. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, le logiciel il considère mon volume comme un seul volume. Vous voyez, quand je passe ma souris, j'ai qu'un seul groupe. Donc on va extraire ici, je vais valider, et quand je vais passer ma souris, il va me montrer deux boîtes englobantes qui me définissent ce groupe. Je vais pouvoir soit dégrouper, soit filtrer. Allez, on va faire un filtre, la fonction filtrer ici, je vais cliquer sur l'objet que je ne souhaite pas avoir, je valide. Je vais faire exactement la même chose, encore une fois, c'est le même principe. On va faire un extraire, je fais valider, et voilà, je récupère mes groupes. À partir du moment, si vous voulez vérifier si le extraire a fonctionné, n'hésitez pas à passer votre curseur et vous allez avoir les boîtes englobantes autour des volumes. Si vous n'avez pas les boîtes englobantes, c'est qu'il n'a pas réussi à les délier. Soit vous avez encore un petit bout qui se touche, ou alors l'opération booléenne n'a pas fonctionné. Donc il faudra revoir les courbes ou la façon dont vous avez créé et réalisé votre objet. On va maintenant faire un filtré. Je vais sélectionner de nouveau l'outil, l'objet qui ne nous sert pas, et on va afficher hop, ce petit bout. Voilà, j'ai réalisé une base. Donc c'est une base qui épouse parfaitement mon anneau. Vous voyez, on est vraiment sur l'anneau de base. Je peux afficher de nouveau mon STL. Donc c'est parfaitement épousé, puisqu'on a bien travaillé sur les courbes 3D. Et on va maintenant continuer votre projet, puisque voilà, ce design peut être bien. On pourrait utiliser un anneau tout simple en forme plane et puis lui mettre un petit congé pour le rendu, mais après, au bon vouloir du designer, vous pouvez soit arrêter le projet ici, c'est-à-dire continuer toute la partie sertissage et prototyper cette bague plate, comme ceci, ou alors continuer le projet et dire, bon maintenant, moi je vais utiliser cette base pour pouvoir maintenant faire des balayages, pour pouvoir gérer n'importe quelle section qui va être balayée sur cette base plate ici. Donc cette base plate, on va dans un premier temps faire un booléen pour pouvoir l'assembler. Alors, regardez, quel plaisir de regarder un volume 3D construit parfaitement. On a des surfaces bien définies, on a bien évidemment les intersections qui sont définies avec des arêtes. Ici, des arêtes noires, c'est les trois objets qu'on a bien sûr assemblés entre eux, mais j'ai un objet parfait, bien délimité sur tous les côtés, donc on va pouvoir continuer son travail correctement. J'ai mon fameux point de départ qui est en bas, et on va pouvoir continuer les perçages, les courbes isoparamétriques, les balayages. Donc là, en l'occurrence, je vais partir sur un balayage. Alors, un balayage qui n'est pas commun, surtout pour les débutants, les avancés, les experts, vous l'avez déjà fait, j'en suis sûr, c'est un balayage à 3 rails. Un balayage à 3 rails, en fait, il consiste simplement à donner 2 courbes principales qui vont me permettre, en fait, de donner une direction, une ligne directrice pour pouvoir avoir une direction principale dans mon balayage, et je vais ajouter un 3e rail qui va me servir de guide pour pouvoir forcer l'orientation de ma section si jamais je suis amené à avoir un 3e mouvement, une 3e orientation. Et là, en l'occurrence, cette 3e orientation, je souhaite la garder pour pouvoir parfaitement suivre la taille de doigt. Donc en gros, on va avoir 3 rails qui vont être définis sur le dessus. Donc je vais extraire ces 2 rails sur le dessus et avoir un rail qui définit en vue de face la taille de doigt qu'on va utiliser pour un rail guide. Alors extraire les courbes, il est ici.
extraire les courbes, on va l'utiliser simplement en cliquant sur les arêtes noires pour pouvoir extraire celle-ci. Je vous conseille de le faire de manière dégroupée, puisqu'il va falloir considérer un rail dans chaque fonction extraire, donc il m'en faut 3, donc je vais faire 3 fois la fonction extraire. Et encore une fois, on va éviter de laisser le logiciel contrôler le nombre de points sur mes courbes. On va affiner la courbe ici pour mettre encore 20 points, ce qui me permettra de faciliter les calculs et d'avoir des balayages avec 50 sections ou 80 sections qui ne sont pas utiles, surtout sur ce genre de design. Donc on le fait 3 fois. Donc je clique ici, voilà. On va le faire finalement 6 fois parce que vous avez bien compris, si je le fais 3 fois sur la droite, il va falloir le faire 3 fois sur la gauche. Alors, bien sûr, je vais sélectionner de manière logique. Là, j'ai besoin de balayer ici l'intersection. On va la faire en fait entre ces deux points. Je vais zoomer. Donc ça va être ce point-là jusque ce point-là. Donc j'ai besoin là, sur ce coup, sur l'arrière, je vais devoir sélectionner 2 fois, 2 petits bouts, parce que le petit bout, souvenez-vous, on l'a rajouté. Donc je vais cliquer ici sur l'arête principale derrière et l'arête ici qui définit mon petit bout qui a été ajouté. Et encore une fois, on va cliquer ici sur affiner la courbe pour pouvoir avoir quelque chose de logique, en sachant que j'ai déjà 20 points de l'autre côté. Donc pour pouvoir avoir un vis-à-vis et un balayage propre, il est préférable d'avoir le même nombre de points sur chaque rail. Et là, on va faire maintenant sur le bas, ici, clac, je vais faire affiner encore une fois et je valide. Voilà, j'ai ma première partie. Allez, on va le faire sur la partie gauche également. Donc, je vais commencer par derrière avec les 2 bouts ici et j'affine la courbe, je valide. J'affine également celle-ci, hop, 20. Bon, vous allez le voir tout de suite, de toute façon, si vous avez oublié d'affiner les courbes, quand vous allez faire votre balayage, il va vous mettre plein de sections, alors que là, tout à l'heure, quand on va faire le balayage, vous allez voir que ça va être 20 sections qui vont être bien réparties sur mon balayage. Voilà, j'ai la reproduction filaire de mon objet. Vous voyez, on a les 3 rails qui vont me permettre d'épouser parfaitement mon STL, et on va pouvoir mettre à l'intérieur de ces 3 rails, 6 rails pour la totalité finalement, puisqu'on va avoir une partie droite et une partie gauche, toutes les sections que je souhaite intégrer. Donc on va par exemple avoir une section que je vais dessiner sur la vue de face, une section en courbe symétrique, pas s'embêter, hein, on va travailler rapidement, hop, je clique, j'appuie sur CTRL, je déplace ma souris pour faire une belle section, je clique, j'appuie sur espace pour valider, et voilà, donc simplifiez-vous la vie simplement en... Alors faites attention, vous voyez là, pour éviter d'appeler au support et de dire « Ah Maxime, mon point il bouge plus, j'ai ma souris qui marche plus, mon logiciel il plante ». Non, faites attention, vous avez ici votre Z qui clignote encore, c'est parce que j'ai toujours le décalage en Z qui est activé. Donc on va cliquer ici sur X et Y pour pouvoir de nouveau mettre le déplacer sur X et Y en place, et je vais choisir un petit design de section comme ceci qui peut bien convenir. Quand vous avez choisi votre design, je vous conseille de changer le point de départ. Là, le point de départ, il est en haut à gauche ici, en bleu turquoise, pour éviter d'avoir des problèmes d'arêtes qui se baladent sur la surface un peu partout et mieux contrôler votre surface, surtout par exemple pour une courbe isoparamétrique. On va utiliser ici, déplacer le point de départ. Donc le point de départ, je vais le mettre à 0. Donc vous allez en fait regarder ici X point courant. On a demandé qu'ils améliorent ça pour qu'on puisse le noter, qu'on mette à 0 pour que ce soit pile poil. Bon là j'ai 3 décimales, donc je suis à 0,007, donc ça suffit. C'est suffisant pour avoir quelque chose qui soit au milieu. On n'est pas parfaitement au milieu, mais c'est largement suffisant. Voilà, donc on a notre section et je vais pouvoir maintenant la balayer. Un petit enregistrement. Je vais maintenant sélectionner, attention, c'est très important, les 2 rails principaux. Souvenez-vous, je vous ai dit les 2 rails qui vont donner le balayage global. Donc, ça va être les 2 rails du dessus, et ensuite ça va être le rail sur le côté.
Je vais ensuite maintenant cliquer sur balayage de courbe. Cette fois-ci, on va faire un balayage de courbe qui me permet d'utiliser 3 rails. Et on va utiliser la fonction profil. On va utiliser qu'un seul profil. Alors pourquoi? Parce que comme j'ai un profil qui va être géré sur l'échelle, sur sa hauteur, grâce au rail, puisque vous souvenez-vous, dans contour de bague, j'avais mis plus petit sur le bas, sur le côté, et plus haut sur plus grand sur le haut. Donc c'est le balayage qui va gérer lui-même la hauteur. On valide. Donc voilà, j'ai récupéré mon premier balayage, comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc clic dessus, et le rail guide sur le côté. Je prends mon balayage de courbe. Je vérifie si les flèches sont du bon sens. Comme j'ai bien travaillé, je n'ai pas besoin de les changer. Je clique ici sur profil. Et on va vérifier si tout va bien. Voilà, on peut valider. Donc j'ai une jonction parfaite, puisqu'on a travaillé sur le même point. Je reste sur ma taille de doigt, comme vous le voyez. Tac. J'ai toujours mon assistant ici qui suit parfaitement la bague. Vous voyez, on a, grâce à l'assistant balayage, on a toujours ce rail bleu là qui me permet de rester sur la forme de la bague, le STL. Et j'ai géré moi-même la section. Donc on ne s'arrête pas uniquement à, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à une forme plate. Donc, je vais masquer de nouveau mes balayages. On ne s'arrête pas à ce design. Hein. Ce design, il est juste pour pouvoir faire nos rails. Et maintenant, je peux bouger, modifier la forme, par exemple en revenant ici, et je peux avoir quelque chose de plus bombé. Alors attention, quand vous changez le point de départ, vous n'avez plus de symétrie, donc il faut sélectionner des deux côtés. Et je vais cliquer je vais utiliser ma flèche sur mon clavier vers le haut pour pouvoir bomber un petit peu plus. Et on va recalculer quelque chose de plus bombé. Donc là, c'est en fonction du besoin et en fonction du design que vous allez pouvoir gérer directement les balayages. Voilà. Donc on a fait le plus dur, on a fait la partie la plus compliquée de l'atelier. Donc vous voyez, ma jonction, elle est parfaite ici. Hein. J'ai mes deux points qui sont alignés. On y a pensé tout à l'heure, c'était quelque chose de primordial pour pouvoir avoir quelque chose de joli au niveau de la jonction. Pareil, au niveau de la largeur, vous voyez qu'on est bien à 2 mm parce qu'on a fait la même largeur des deux côtés. Donc ça, c'est parfait. Voilà. Donc comment gérer une bague qui va venir se loger parfaitement par rapport à une pièce scannée. Donc il faudra retravailler toute cette partie de booléen, etc. C'est des choses qui sont un peu compliquées parce qu'il faut bien aborder son arbre, d'où le fait de renommer chaque élément. Donc ça, c'est des choses qui sont à respecter à chaque fois si vous voulez travailler correctement et être plus confortable dans la navigation dans votre arbre de construction. Alors je vais masquer ici avec Shift, je vais sélectionner tous mes éléments, on va les masquer pour être tranquille. Donc il y a une dernière partie qui va être une partie shaper. En fait, je vais vous expliquer la partie shaper. Donc ça, c'est pour les personnes qui seront amenées à faire des rendus. Il est vrai que pour la production, cet arrêt de vive ici de connexion, elle n'est pas forcément très grave, mais si vous voulez faire des rendus et avoir un joli, un joli congé entre les deux, une jolie jonction, on va utiliser notre super module 3Shaper. Alors pour éviter les surprises, je vous le dis tout de suite, il faut avoir la version pro de 3Shaper pour pouvoir faire toutes les étapes que je vais vous montrer juste après. Donc n'hésitez pas à vérifier si vous avez cette version pro et surtout vous poser la question, est-ce qu'il est nécessaire de l'utiliser dans mes créations. Bon, vous allez voir qu'on s'y familiarise très vite, il y a des choses qui sont géniales, on peut faire beaucoup de choses avec 3Shaper et en l'occurrence, vous allez voir,
intégrer mes 2 balayages pour pouvoir de nouveau continuer mon projet. Alors justement, pour pouvoir les intégrer, ces 2 balayages, je vais cliquer ici sur balayer et balayer 2 et on va aller rechercher le module 3Shaper. Automatiquement, le logiciel va me proposer des surfaces qui ont été définies par rapport au nombre de points sur mes courbes, par rapport aux sections, au nombre de points j'ai également sur ma section, c'est ce qui définit les courbes horizontales. Bon, on voit finalement que là, la bague ne suit pas parfaitement mon balayage. Il faut ajouter un petit peu plus de précision. Donc, je vous conseille de le mettre ici, juste après Fine, pour être sûr de récupérer la globalité de votre objet et d'avoir la forme souhaitée. Donc, il faut bien mettre ici. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'au bout, parce que si je vais jusqu'au bout, vous voyez, ça ne change rien. Donc, vous pouvez lisser aux 3/4 ici, ça suffira largement. On valide. Et je vais maintenant cliquer ici sur manipuler la surface pour pouvoir intégrer mes objets 3Shaper, mes fonctions 3Shaper et manipuler mes 2 balayages qui vont me permettre en surface de subdivision de, par exemple, jouer avec les arêtes vives. Je vais pouvoir creuser l'intérieur de mon anneau, pouvoir faire pas mal de choses. Tout ça dans Shaper. Donc, dans un premier temps, comme vous l'avez compris, j'ai 2 éléments qui ont été intégrés dans 3Shaper, balayer et balayer 2. Pour l'instant, c'est 2 éléments distincts. D'ailleurs, si je double-clique sur la droite, il va sélectionner que la droite. Donc, en gros, comme dans 3Design, quand je vais superposer 2 objets, forcément, on va avoir des surfaces, on va avoir des points qui sont superposés. Donc on va devoir les merger, on va devoir les fusionner. Il y a une fonction spéciale dans 3Shaper qui s'appelle raccorder des sommets. Vous allez cliquer sur raccorder des sommets ici, et on va pouvoir automatiquement repérer les points qui sont superposés. Donc on a ces petits cercles rouges ici qui sont affichés. Et dans les propriétés, je vais pouvoir cliquer ici sur fusionner des sommets. Automatiquement, les points rouges ont disparu, et maintenant, je n'ai plus de points superposés. Donc ça, c'est la première chose à faire, malgré que visuellement, on n'ait pas beaucoup de changements, mais je vous le conseille, c'est très important pour éviter les problèmes au niveau des booléens et au niveau des étapes suivantes. Voilà. Alors, pour les personnes qui connaissent un peu Shaper, les arêtes rouges sont les arêtes vives. C'est ce qui me donne finalement ce visuel vif ici au milieu. Je vais devoir le casser. On va avoir quelque chose de beaucoup plus joli pour le rendu ou même pour le design. On va utiliser une fonction qui va me permettre de tout sélectionner au niveau des arêtes rouges. Ici, arêtes vives. Je vais cliquer ici sur arêtes vives. Et vous voyez, en une seule fois, il m'a sélectionné toutes les arêtes vives. Alors, je peux masquer cette bague, malgré qu'elle soit utile pour le début. Après, elle nous embête un peu. Vous voyez, il a tout sélectionné ici. Alors, bêtement, on va faire une fonction congé chanfrein, qui est beaucoup plus tolérante que dans 3Design, cette fonction. Donc, on va pouvoir faire un petit peu plus de folie dans 3Shaper. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai intégré les balayages dans 3Shaper. Pour pouvoir me permettre des congés chanfreins qui ne sont pas possibles dans 3Design. Donc là, je vais choisir un chanfrein de 0,2 sur ma sélection, on valide, et j'ai maintenant mon décalage qui a été réalisé. Alors, je suis en affichage polygonal ici, ne vous inquiétez pas, on va remettre en affichage normal, et vous voyez maintenant j'ai un congé qui a été réalisé partout, voilà, et je vais revenir dans 3Design. Voilà, j'ai une bague maintenant qui est congée à 0,2 sur les arêtes vives, beaucoup plus jolie pour les rendus, et je peux continuer ma création. Voilà. Alors je vous conseille de bien faire des enregistrés sous pour pouvoir avoir une bague qui n'est pas exportée dans 3Shaper et avoir des étapes clés qui vous permettront de revenir si jamais vous ne voulez pas, par exemple, envoyer à la production la bague avec les congés, vous l'utilisez que pour le rendu, par exemple. Donc ça, c'est à vous de le définir. Vous faites en fonction de
en fonction des besoins et en fonction du cahier des charges. Donc n'hésitez pas à enregistrer sous pour éviter d'avoir toujours le même fichier et arriver à une étape qui va mettre un peu le bazar dans l'ordre de construction et vous allez dire mince, il va falloir que je revienne en arrière, c'est pas forcément facile. Donc n'hésitez pas à faire des enregistrés sous avec une étape clé 1, 2, 3, 4 et organiser correctement son travail. Également, si j'ai besoin de faire tout un système de certi, par exemple, on souhaiterait faire un certi rail sur le dessus, pourquoi pas, ne travaillez pas sur votre shaper, travaillez plutôt sur les balayés, puisqu'on va garder la topologie de mon objet qui est en fait la topologie de ma section, c'est-à-dire que je vais avoir mon point de départ sur le bas et je vais garder ici ma surface sur le dessus. Donc gardez vraiment le shaper pour après et faites votre certi sur la partie 3D, 3Design. Laissez cette partie à 3Design. On va plutôt utiliser la partie modelage pour la partie artistique, modification. Donc bien distinguer les deux étapes. Donc voilà, on pourrait, l'atelier n'est pas forcément basé que sur ça, on a beaucoup travaillé surtout sur la création volumique et des choses qui sont assez intéressantes au niveau de l'échange entre l'esquisse et la partie 3 design. Je vais quand même vous montrer rapidement un certi. On peut faire par exemple une courbe UV, ici, courbe isoparamétrique sur le dessus. Donc je vais sélectionner ma face et je vais aller dans paramètres ici pour pouvoir avoir une courbe milieu. On peut maintenant sélectionner cette fameuse courbe isoparamétrique qui est parfaitement au milieu. Je vais figer cette partie et je vais aller par exemple dans Atelier bijouterie. Atelier bijouterie, je vais sélectionner ma courbe et on va aller dans Certirail. Voilà. Et on va travailler avec Certirail de telle manière, par exemple, à commencer vers le haut. Donc je vais changer le point de départ grâce à ce petit bouton. On va pouvoir mettre une marge ici. Donc je vais pouvoir ici commencer par exemple à 2,5. Voilà, en fonction de mon design. On regarde en fonction du design où est-ce qu'on pourrait commencer le positionnement des pierres. Maintenant, je vais aller dans le deuxième onglet pour pouvoir changer la taille de mes pierres, 1,5 par exemple. Je vais ajouter un nombre de pierres un peu plus important. Voilà. Et on va pouvoir après continuer tout ce système de grains, de pavage, de certi avec des grains, sans grains. Je vais pouvoir faire un ajourage nid d'abeille, je vais pouvoir mettre mes perçages multiples directement. Donc on va pouvoir gérer tout ça très rapidement puisque j'ai respecté toutes les règles qui ont été données au préalable, comme par exemple le changement du point de départ, bien respecter le nombre de points. Plus vous allez respecter ces règles, mieux vous allez pouvoir contrôler votre logiciel et avoir des choses plus fluides, des choses qui vont pouvoir être calculées rapidement, sans souci, avec des topologies d'objets qui sont beaucoup plus propres. Et tout ça fera évoluer votre niveau et surtout la qualité de vos productions. Voilà. Alors j'avais une toute petite astuce pour... voilà, vraiment, je vous le redis, c'était vraiment le but de cet atelier, c'était pour pouvoir épouser, faire un volume qui épouse un STL. Je vous montre tout de même une astuce qui n'est pas connue ou pas assez connue sur la partie perçage. Je vais faire mes perçages et vous voyez, je vais afficher de nouveau et vous voyez ici au niveau de mes perçages, je vais masquer, ça fait un peu trop brillant ici, voilà, j'aurais pu même faire en plastique pour mieux voir. J'ai l'orientation de mes perçages qui ne convient pas puisqu'on est sur une forme 3D un peu torturée un petit peu, donc ça il va falloir le changer. Donc je vais vous montrer une astuce, je vais travailler sur le plan OXY et je vais faire une esquisse. Donc je vais rafficher ma grille pour pouvoir travailler correctement. Et je vais utiliser un point, un bête point, qui va me permettre en fait de donner une orientation à mes outils de perçage. Donc je vais faire un accrochage sur la grille pour travailler correctement. On aurait pu masquer le balayage, pourquoi pas, ou le figer. Et je vais mettre sur l'axe Y, on va mettre ici, c'est
Voilà, juste pour essayer. Donc ce point, c'est vrai qu'on ne l'utilise pas souvent, ce point, vous allez voir qu'il va être utile sur les perçages. Je vais double-cliquer ici sur mes perçages et je vais aller dans le 3e onglet. Donc bien sûr, on gère le haut du perçage, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut essayer. Il faut être assez curieux pour pouvoir travailler avec cette fonction. Vous avez pas mal de choses, surtout sur la partie basse du perçage. En l'occurrence, là, on va se focaliser sur la partie choisir une direction. Je vais cocher ici choisir la direction et regardez, je vais cliquer sur mon point. Clac, le logiciel il va directement calculer une orientation globale en fonction du point et vous voyez que maintenant mes outils de perçage ils sont orientés en fonction de ce point. Donc quand vous avez une forme un peu torturée, vous pouvez utiliser cette astuce. Donc on peut travailler soit avec un point, soit avec un axe. Donc là, comme je l'ai fait sur l'axe, bon, bah, il n'y a pas de différence entre choisir l'axe ou choisir le point, mais la seule différence qui va être effectuée, c'est que je vais pouvoir bouger ce point et automatiquement, bah, les outils de perçage, ils vont suivre de manière globale ce point. Vous voyez, je le sélectionne et je vais glisser avec, pas glisser, surtout utiliser mon clavier pour pouvoir augmenter ou diminuer sa position. Donc on peut même travailler en 3D. Hop, je peux travailler comme ça, en orienté, et recalculer à chaque fois pour pouvoir vérifier si ça me convient ou pas. Voilà, donc ça c'était une petite astuce liée à ce design. On va pas s'attarder sur la partie certi. C'est surtout cette partie de réalisation 3D qui m'intéresse. On aura l'occasion de vous montrer dans d'autres ateliers toute la partie nid d'abeilles, etc. Il y a encore plein de choses à vous expliquer. Donc voilà, si vous voulez, je peux vous montrer de nouveau le modelage shaper. Je vais faire ici déplacer, tourner, redimensionner pour vous montrer les deux éléments. Alors bien sûr, comme j'ai travaillé sur mon balayage, j'aurais pu masquer mon balayage et faire mon booléen sur mon perçage, mon shaper. Hein. C'est-à-dire j'utilise le balayage comme base, mais c'est mon shaper que je vais percer. Ça, il faut savoir être malin pour bien travailler et puis utiliser les bons éléments au bon moment. Voilà, donc soit j'utilise mon balayé avec l'angle saillant, parce que pour le design, il est peut-être plus joli avec l'angle saillant, hein, ça c'est une histoire de goût. Ou alors j'utilise cette petite astuce shaper pour pouvoir avoir un joli filet, un joli congé, et amener plus de réalisme dans mon rendu, par exemple, si je suis amené à faire un rendu dans DeepImage, ce qui vous permettra d'être, on va dire, beaucoup plus proche de la réalité.